Bon, moi, je viens de recevoir une BD. Une BD. C'est un peu épais pour une BD quand même. Hein. Donc, j'ai coupé. Ça s'ouvre. Oh, c'est bio. C'est bio, c'est bio. Ah, les mecs, quand ils vendent, ils manquent pas d'imagination. Hop. Alors, il y a une deuxième couche. Et voilà. Ah, la BD. Ouf. C'est pas mal. Ouais. Et voilà. Bonjour en vous saluant. Ah, bon, c'est parti. Allez, bonjour à tous. Donc, non mais là c'est terminé là. Oui, c'est ça. Donc c'est reparti pour une présentation de nos trouvailles. Cette fois-ci, nous sommes retournés à la Grande Ville pour la dernière fois de l'année. Pas exactement à la Grande Ville, c'est une ville qui est dans première couronne, on va dire. Beaucoup d'exposants, qualité moyenne. Bon, on a quand même trouvé des choses. Bah, on a beau essayer, on n'arrive pas à revenir les mains vides. Alors, on a essayé pourtant, ouais. Je vous jure. Mais il faisait beau, ça c'était agréable, c'était très sympathique, les vendeurs étaient très sympas. Tu crois qu'il y en a qui vont nous écouter en anglais ? Ah oui, c'est vrai. J'ai eu un mail de YouTube en disant qu'on aurait droit à la doublure automatique, la traduction automatique. Oh, c'est cool ça. Je sais pas comment ils vont traduire les jeux de mots pourris, mais... Ah oui, mais c'est... Ouais, voilà, nous passons à l'international. Bon allez, on va faire une devinette. Yes. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, c'est quand même la vendeuse qui t'a posé la question. Hein. Oui, voilà. Faut le faire. Je ne sais pas. Je l'ai acheté par hasard. C'était bizarre. On s'est dit, tiens, à quoi ça peut servir ? Oui, voilà. Donc, dans le doute, je l'ai acheté. Bah oui. Donc, voilà, c'est de la bonne qualité. C'est assez épais. Oui. Pour couvrir les livres, on n'en a jamais assez. Et puis, quand je tombe dessus dans un vide-grenier, je prends. Bah oui, en fait, tu as eu raison, parce que je suis à la fin du dernier rouleau. Je suis au bout du rouleau. On arrête quand on veut. Bon. Ouais, ça va vite, partir. Allez, deuxième énigme. Qu'est-ce que c'est, ça ? Dites-le dans les commentaires. Alors, bon, Spider-Man, mais quelle version ? Il y en a tellement. Donc une énième variation, donc c'est pas la version Venom, parce que la version Venom c'était en blanc. Moi je crois que c'est la Spider-Man mais dans le multiverse. D'accord. Oui, il me semble que c'est un truc dans ce moins que ce soit Miles Morales, je crois quoi, ou... Enfin bref, oui, voilà, vous nous direz dans les commentaires, parce que bon je suis tombé dessus, je l'ai pris quoi. Bah oui, 1 €. Vénal. Allez, encore une énigme. Venom. C'est quoi ça ? Et tu sais qu'en fait, quand il y avait pas les ailes, au début, je me suis dit, tiens, mais c'est quoi ça ? C'est les Gardiens de la Galaxie, mais je me souvenais pas qu'il avait un bombers comme ça. Mais c'est que surtout, il faisait encore nuit, heureusement que tu avais ta lampe de poche. Oui, c'est vrai. C'est la dame qui nous a donné la solution, et j'avoue que même avec la solution, je ne savais point. Vautour. Donc c'est le vautour de Spider-Man, mais version film. Oui, parce que l'ancien costume était vraiment différent. Ouais, avec un vieux avec un nez crochu, enfin. Ouais, c'est ça. Un côté plus. Moi, il avait une sorte de collant vert avec une sorte de moumoute. Enfin, c'était pas un moumoute, c'était des plumes. Comme des plumes, ouais, ça comme faisait comme des plumes. Un col de plumes. Oui, là, voilà. Donc, le vautour en figurine. Oh, ok. Je me souviens plus qui l'a interprété d'ailleurs dans les films. Pouf. Je sais pas. Hop. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est pas des... tu le sais. Je te l'ai dit.
des dessous de verre en forme de 45 tours. Donc j'ai trouvé ça marrant. Non, j'écoutais pas ce que tu disais en fait. Comme d'hab. Oui, c'est ça. Et dessous de verre, moi je note qu'il n'y a pas de verre, quoi. Et il n'y a pas d'apéro. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Ben voilà. On a chacun le petit thé là. Voilà. Tout de suite, c'est bien. Voilà. Tu vois, ça sert à ça. Ok, ça marche. Bon. Hop. Bon, ça, qu'est-ce que c'est ? Un livre. Ouais. Ah bah oui, il y a des pages. Donc, Librio, les livres à 10 francs, les livres pas chers. Oui. Là, il y a donc 2 épisodes d'Harry Dixon par genre. C'est peut-être plus pour l'objet. Alors, est-ce que j'ai ces deux nouvelles-là ? J'en sais rien. Bon, c'est une reprise donc d'une illustration de Nicolet. Ouais. Alors, j'imagine. Ouais, voilà. J'allais le dire. Parce ils en avaient fait des trucs vachement jolis. J'en ai chez Marabout, j'en ai chez Le Masque, j'en ai même une Néo, Harry Dixon, pour avoir tous les épisodes. C'est pas ça. C'est pas simple. C'est pas simple. Il y a tellement de versions que... Oui, totalement. Ils ont fait des facsimilés aussi à une époque Ah oui, aussi. Des petits pulps qui étaient sortis dans les années 20-30. Hop. Alors, Ailleurs et demain. Je l'ai pris sans consulter ma liste. Heureusement, je ne l'avais pas. Tu ne l'avais pas. Je ne l'avais pas celui-là, donc bon, il n'est pas en super état. Je n'irai pas te contredire. Et puis il y avait même des pages qui se détachent, mais la dame m'a dit que si j'ai regardé, il y a toutes les pages et tout, c'est bon. Ah d'accord. Et puis pour ça, elle le faisait à 50 centimes, tu vois, donc j'avais pas me t'as tenté ta chance. Oh bon, non, parce qu'elle avait vérifié. Voilà. Et c'est un nouveau coin à champignons. Ah, ok. Voilà, c'est dans le nouveau coin à champignons. Hop, là pareil. Donc, Danny is a Dog, BO, et fait par Massive Attack. Donc, film de Luc Besson. Mais moi, c'était les BO qui m'intéressaient. Okay. Et Massive Attack. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu n'as pas payé 10,50 quand même. Pas du tout. Ah, tu m'as fait peur. J'aime te faire peur. Hop. Barjavel. Un petit présent du futur, donc du Barjavel, qui avait été repris dans Présence du futur. Numéro 33. Donc numéro 33, donc c'est une bonne réédition des années 70, 72. Ouais, j'imagine que c'est pas l'édition originale. Non, pas du tout. Il a dû sortir, je ne me souviens dans plus. Les années 50, ça. Ouais, et je ne me souviens plus qui éditait Barjavel. Et, enfin oui, déjà c'est une reprise. C'est une reprise par Présence du futur. Et donc voilà. Hop. Très sympa, si vous ne connaissez pas Barjavel, oui. Ça, c'est bien. Ouais. Hop, la cantoche. Donc toujours Nob, c'est toujours sympa. C'est une variation sur la cantine. Ouais, comme vous le savez, on adore Nob. Et Nob, c'est toujours de très chouettes dessins, chouettes couleurs. Et puis il y a un côté tendre dans son humour. Ouais. Et c'est pas mal du tout. Voilà. Je sais pas où je veux commencer à poser les affaires. Attends, je vais un petit peu modifier les petites bidules. Ouais. Donc Sophie, c'est toi qui me l'as montré. Fin de série, j'ai envie de dire. Parce que c'est le 19e et en fait, il y en a eu 20. C'était fin années 80. C'était, j'ai envie de dire, changement de génération dans le journal Spirou. Là, il avait tenté de relancer Ginger. Ça n'a pas fonctionné.
Et Sophie, qui était une petite fille plutôt de 7-10 ans, là, elle a un aspect plutôt ado. Et elle rejoint le physique qu'elle devait avoir, j'ai envie de dire, à l'origine. Parce qu'à l'origine, il avait proposé plutôt adulte. Au niveau du scénar, ça doit être assez proche maintenant de ce qu'il faisait dans Ginger. Peut-être... voilà, avant, c'était vraiment pour gamin, Sophie. Et là, tu vois que c'est autre chose, quoi. Ouais. Même si ça... Tu vois, je ne savais même pas qu'il y avait eu autant de Sophie, en fait. Ouais, il y en a eu 20. Ok. Donc là, c'est le dernier. Bon, c'est un exemplaire de bibliothèque, mais je dirais ça. Okay. Voilà, c'est... Voilà. Alors, une petite curiosité, mais je suis bien content, c'est un catalogue Dupuis datant de 86. Moi, j'avais commencé à en récupérer à partir de 83. J'en ai récupéré un certain nombre et celui-là, je l'avais raté. Ah bah super. Ouais. Et c'est pas si évident que ça à trouver, parce que en général, les gens les jettent. Oui, oui. Oui, ça avait l'air d'être un amateur de BD, parce qu'il avait des revues, des machins, et ça, c'était dedans. Et bon, ce qui est sympa, c'est que ça fait la photographie de l'époque, des séries de l'époque. Ah, t'as vu, en fait, il l'a gardé parce qu'il s'en servait pour refaire ses listes. Ouais. C'est pour ça qu'il l'a gardé. Il y a des annotations. Ouais. Ah, il n'était pas Spirou. Je sais pas. Enfin, bref. Voilà, tu vois qu'il y a un sacré paquet de séries qui n'ont plus cours, qui n'existent plus qu'en intégrale. Ouais. Ouais, c'est vraiment la photographie de l'époque, quoi. Tu vois, fan de Tif étendu. Jérôme K, Jérôme Bloch était une nouvelle série. Et oui, c'était vraiment les dernières années où ils avaient entrepris de tout rééditer, tout en albums séparés. Et après, ça a été le règne de l'intégrale. De l'intégrale. Bon, ça, c'est logique. Ah, Mick Macadam. Ouais, j'en ai qu'un sur les deux. Ouais, il m'en manque plein, quoi. Sympathique, hein. Ah ouais, je suis bien content, ça. Alors, objet des humanoïdes associés. Carnet d'Afrique, donc par Jeannot, celui qui animait entre autres Kebra avec Jeannot, avec Trambert dans les décors. Et donc Jeannot... il y a plein de mots là. Ouais. Donc il a été offert et donc il y a des petits mots des donateurs. Voilà. Il y a un petit peu de jeu dans le premier cahier. Ouais. Mais bon, ça va. Donc voilà, c'est peut-être un souvenir de l'Afrique. Apparemment, il aimait beaucoup ça, parce qu'il en a fait plusieurs. Bon, cool. Ouais. Et ça, c'est... tu enlèves Monsieur Patate quand même. Ouais. Mais ils avaient fait une collection qui s'appelait Les Yeux de la Tête, et effectivement, c'était très cher. Et acheter ça à l'époque, ça m'embêtait. Là, j'ai trouvé vraiment pas cher, quoi. Okay. On ne saura pas le prix? Non. Là, tu sauras le prix. Ah oui, si, parce que je t'ai entendu marchander. Faut dire que le mec a dit faites votre prix. Hein. Oui, voilà. Et il a eu tort. Quand c'est ça, je suis rat. Totalement rat. Je ne fais pas de commentaires. C'est toi qui décides. Parce que ce genre de personnes, en général, elles ont toujours une petite idée d'un prix derrière, quoi. Donc j'exagère à fond la caisse. Pour qu'ils donnent leur idée. Voilà.
Donc, j'ai préparé, j'ai proposé 1 euro, m'a fait 1,50 €. Bon. Voilà. Alors, je les avais au numéro, ces numéros-là. Bon, après, la radio 248, faut pas la payer plus de 5 €. Hein. Oui, c'est ça. Moi, un truc qui était sympa, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est nickel quand même. Dedans, pendant une période, tu avais une BD qui s'appelait Ludo. Un gamin qui adorait une série BD qui s'appelait Castar. Et ils en avaient fait comme un journal, quoi. Le Castar Magazine. Le Castar Magazine. Et c'était l'occasion d'inviter d'autres dessinateurs. C'est une bonne idée. Mais d'autres albums. Et donc Ludo, tu vois, t'as même comment ça s'appelle, Stanislas. La BD Ludo n'a pas eu de succès, j'ai envie de dire. Il y a eu 7 albums et puis ça a disparu. C'était ça, voilà, Ludo. Ouais, c'est vrai que tu m'en as parlé souvent. Avec Castar, justement. La reliure 248, c'est vers quelle année à peu près? Oh, c'est tardif. 90? Année 90? Ouais, facile. Hein. Hop, 98. Ouais, voilà. Donc, c'était pas indispensable, mais bon. Bon, elle est en très bon état quand même. Ouais. Alors, totalement dans les ordres, hein? Oui, totalement. Moi, je me fais plus d'espérance par rapport à ça. Oui, voilà. Donc, 3 collections vedettes. Voilà, c'est... Puis des fois, c'est très très fin. Celui-là, il y en a un, il fait que 32 pages. J'ai commencé par ça. Donc, Strapontin, Goscinny, sur un scénario de Goscinny. Donc, Berck, on le connaîtra surtout pour Samy dans le journal Spirou. Et Goscinny, c'est un sombre inconnu. Oui, personne ne connaît ce Goscinny. Avant qu'il ne perce avec Astérix. Et donc, il faisait quelques séries dans le journal Tintin. Et il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont restés dans le journal. Et dans les années 70, ils ont décidé à sortir plein de trucs. Et c'était pas une mauvaise idée. Est-ce que c'était à l'époque où il était blacklisté par certains éditeurs? Puis après. Puis après. Il pouvait plus. Donc tu vois, c'est vraiment des trucs début 60, quoi, le dessin, tu vois, c'est vraiment... totalement. C'est du matériel ancien qu'ils ont commencé à sortir dans les années 70. Je parle bien. Petit pot de beurre. Voilà. Donc, on les voit pas souvent, ces albums-là. C'est fragile. Et puis, c'est très fragile. Ça, c'était sur le semi-pro, là, la personne qui vendait toujours ses doubles, qu'on a croisé plusieurs fois. Oui, voilà. Il est sympa. Ouais. Et là, c'est du Clifton, mais donc créé par Machereau, mais repris un temps par De Groot et Turc. Ah, mais il y a même règle. Et mine de rien, je trouve ça plutôt sympa. C'est assez frais, souvent, les histoires, et c'est vrai qu'en fait, ces petits brochets sont assez sympathiques. Le dessin est plutôt agréable. Moi, bizarrement, Clifton, j'avais lu ça dans un magazine qu'achetaient mes parents, où il y avait ce cher Wilkinson, et je voyais ça une page par semaine, et c'est comme ça que j'ai connu. Bon, celui-là, ça va. Il les donnait pas quand même. Hein. Non, il les donnait pas, mais pour ma part, j'ai trouvé le prix correct. Ouais. C'est dans l'entre-deux. Il y a de l'eau. Il y a ça, mais bon, tu les vois pas souvent. Et, je pense que c'est quelqu'un qui doit acheter des lots, qui revend, qui fait le tri, qui, quand il a un meilleur exemplaire, revend le sien. C'est un amateur qui achète des lots, qui se retrouve avec des doublons. Mais bon, voilà. Ça nous aide. Ouais. Enfants de la Résistance, alors je les achète vraiment dans le désordre. Le plus total.
parce que la dernière fois que j'ai acheté, c'était le numéro 8, là c'est le numéro 7. Que dire de plus que je n'ai déjà dit, c'est une série que je trouve formidable, très pédagogique, très bien pour expliquer la guerre pour les enfants. Et faut dire que c'est un peu compliqué. Faut dire que c'est un peu compliqué. Et les auteurs se débrouillent très bien. Et bon, donc je rappelle le pitch. C'est des gamins. Sincèrement, je crois qu'ils ont genre 10-12 ans au début. Ouais, donc en 41, quoi. Et au départ, leur résistance était un petit côté symbolique, un truc comme ça. Et plus ça va, plus ils se laissent entraîner. Et ils deviennent de véritables résistants. Ça montre bien les dangers, le truc. Et il y a toujours un petit dossier à la fin qui est très bien, que je lis toujours à la fin parce que ça fait un bon complément à l'histoire. Et ça vaut le coup. Donc apparemment ça marche bien parce qu'ils ont fait un escape game, ils font des versions romans. Ça a beaucoup de succès auprès des enfants. C'est justifié. Là, il y a une personne qui nous a dit les bouquins à 1 euro. Et donc tu as pris Akira. Le premier tome d'Akira, il y en a 6. Alors moi j'avais c'était au départ sorti sous forme de magazine, en petits fascicules, mais avec des couleurs, les premières couleurs faites à l'ordinateur. Donc c'est pas ces pages-là, parce que ces pages-là étaient dans les fascicules japonais. Donc tu avais juste les quelques pages, et après en noir et blanc. Et bon, moi je préfère le noir et blanc. J'en dire, ça triche pas. Donc Otomo, le dessinateur, un côté très européen, façon de faire ses mangas, parce que il n'y a pas tous les les drôles de tête ou les versions comment dire je vois, ouais, ou les formes, les trop gros plans, oui, il y a des trucs, des fois il y a des petits trucs un petit peu bizarres dans les mangas. On n'est pas habitué en tant que lecteur. C'est sens de lecture européen. Oui, en plus c'est sens de lecture européenne, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ouais. Je pense que c'est une déclinaison des premières versions en couleur. Ok. Où ils ont juste ôté la couleur, mais bon. Bon, super. Voilà, et 1 euro, j'allais pas me priver, parce que moi j'avais les fascicules de l'époque, mais bon, noir et blanc c'est quand même mieux. T'as même un marque-page. Ouais. Bon, en tout cas. Hop. Et là, c'est pareil, c'est un pari. 1 euro. 1 euro. Je crois que c'est Mutafukas ou un truc comme ça. Je sais pas ce que ça vaut. Tu t'es dit, je vais tenter. Pour 1 euro, tu prends pas beaucoup de risques. Non, pas beaucoup, non. Le dessin est curieux, ça va. C'est curieux, on va dire. Voilà, ça permettra de faire connaissance. Ok. Hop. Alors, un oubli de la semaine d'avant. Alors, j'avais été à un coin à champignons avec Arioc. Et j'ai acheté ça. Donjon après la pluie. Après la pluie, ouais. Et donc... C'était dans un coin à champignons ? Ouais. Il est pas mal votre coin à champignons. Oui. Alors bon, il y a juste un bémol, c'est que
toi, c'est quand même un album récent, mais la page de garde est quasiment décollée. Alors c'est une version, c'est une version luxe à un moment donné de chez Delcourt. Et à l'époque, j'avais pas les sous. D'accord. Donc là, c'est un peu une revanche. Je pense que là, le prix était modique. Ça pouvait aller. Ça pouvait aller. Par rapport au coin champignon, c'était abordable. Donc ça date de 2006. J'ai été super fan à un moment donné de la série Donjon, créée par Trondheim et Sfar. T'en as beaucoup d'ailleurs. J'en ai beaucoup. Ils s'étaient arrêtés, ils ont repris. Là, j'avoue que j'ai eu du mal à suivre. Là, donc, version noir et blanc, grand format. Bon, apparemment, c'est une édition limitée à 3300 exemplaires. Oui, voilà. Tu as le justificatif de tirage au début. Il est numéroté ? Non. Non, moi, c'est pas indiqué que ça devait être numéroté. Et la couverture était inédite par rapport à l'album normal. Sympathique. Ouais. Et pour terminer, mon achat internet. Hop. Donc je l'ai pas eu comme ça. Hein. C'est normalement j'ai mis ma découverte au début de la vidéo et c'était bien fendu, c'était bien machin. Le cahier central s'était détaché, donc j'ai recollé un peu comme j'ai pu, pas super bien d'ailleurs. Ça peut se retravailler ça. Ça va être dur. Enfin bon. Par contre, faudra que tu montes le dos là, parce que effectivement il n'est pas dans cet état-là quand tu l'as trouvé. Bon, c'est chouette hein, ton collage. Ouais, j'ai doublé avec un tissu. Qui est pas de la même couleur. À peu près, ouais. Quel type de colle tu as utilisé pour le doublage ? Ta colle... Ma colle vinylique. Vinylique ? Pour spécial, reliure. Marrant, hein ? C'est un timbre ? C'est marrant, c'est un timbre sur l'exposition 58. Est-ce que je peux prendre des ciseaux pour récupérer le timbre de l'exposition universelle ? Bien sûr. Tu vois, je savais que je pouvais compter sur toi. Voilà. Et donc, c'est un album de 56 avec les textes bien dessinés parce que dans les années 80, ils avaient fait une version verte. Ouais, je vois, qui a très mauvaise réputation. Et où les textes avaient été réécrits, mais d'une manière très mauvaise. D'accord. Et donc, voilà. Donc, j'ai encore un peu de boulot à faire parce que j'ai des pages qui sont un peu déchirées. Donc, faut que je recolle. Mais ça fait plaisir. Est-ce que tu les as tous maintenant, les chlorophylles ? En version... dos toilé. En dos toilé, oui. Il y en a eu 3. Et puis à des prix abordables pour si tu sais recoller. Si tu as de la colle. Ok. Bon, bravo. Voilà. Ok. Donc c'est tout pour moi. Ça va être à ton tour. Donc c'est à mon tour. C'est à mon tour. Donc en fait, ce n'est pas un achat que j'ai fait, c'est simplement le geek belge qui me l'a donné, tout simplement parce que il est tombé dessus. Il a été attiré par. Je connaissais le dessus parce qu'on voyait pas le dessous. Mais je sais que Le Facteur et Mon Ami est un album publicitaire, je pense en Belgique, qui est inabordable tellement il est revendu cher. C'est un tout petit tirage. Mais on pouvait avoir le visuel grâce à ce calendrier. Donc en fait, il y a juste 2 illustrations de Franquin de chaque côté. Et c'est l'almanach donc du Facteur 2013. Et tu l'avais déjà. Bonne idée. Oui, j'avais un soupçon. Ah, tu t'en doutais. Mais t'as pas voulu laisser.
Non, et puis je me suis dit qu'il y a quelqu'un que ça pourrait intéresser. Voilà, je te remercie. Donc ça a été assez long pour moi, c'est vrai que je te voyais en fait faire tes achats, moi il n'y a rien qui trouvait grâce à mes yeux, j'étais un peu, non, je voulais pas acheter tout et n'importe quoi. Ça je l'avais vu. Et en fait j'ai acheté... Je l'ai vu de loin. Et en fait finalement je me suis dit, attends, je vais prendre ceci. Je trouvais ça assez sympathique, en coffret les 3. Alors j'avais un ou deux dans une autre édition, toujours chez Presse Pocket, mais avec une autre présentation, il y en a eu beaucoup. Et ce petit coffret me faisait envie, c'était 3 €, je l'ai pris. Alors c'est l'ancienne traduction, il y en a un qui s'est pris un coup je pense. C'est l'ancienne traduction, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien l'ancienne traduction. Alors, moi j'ai vu de loin, je me dis... ils ont vraiment le Scénario des Anneaux, ils ont fait dans toutes les versions, et puis là, il est vraiment petit. Puis j'ai pas vu que c'était le conte. C'est des contes et légendes inachevés. Le prochain sera pour moi. Et donc, puis voilà. Assez sympathique. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, ça a été assez long pour que je puisse trouver quelque chose. J'ai tout de suite remarqué, donc Alexandre Dumas, le Sphinx rouge. Donc ça, c'est un tableau qui est très connu, où on voit Richelieu qui est sur la digue pendant le siège de La Rochelle, la digue qui se trouve vers les Minimes à peu près, et c'est un tableau qui est très 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 connu. Ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait c'était ce grand roman oublié, l'un des derniers qu'Alexandre Dumas ait écrit, donc je me suis demandé si c'était pas un inédit. J'en avais déjà acheté un il y a quelques mois, qui avait été retrouvé par un grand fan de Dumas, un grand spécialiste. Je l'ai pris parce que je trouvais que déjà ça se rapprochait en fait de l'ambiance des Trois Mousquetaires, ça se passe à la même époque. T'es quand même fan de Dumas, de KPDP. Voilà. Et que, disons qu'en grattant bien, on arrive toujours à trouver un peu des inédits, des machins. Ça qui est chouette, quoi. Oui, ça c'est toujours sympa. Et donc j'ai acheté ça 2 €. À l'époque, c'était vendu 22, donc voilà, c'est cool, impeccable. Le ratio habituel, quoi. Et c'est intéressant. Alors ceci, c'est un petit peu plus intéressant. Ceci, c'est, d'ailleurs, c'était sur le même stand que les contes et légendes inachevés. C'est Joseph Conrad Fortune, donc NRF, donc Gallimard, et 1900. Que vous ne voyez pas. Si, il voit, c'est un tout petit peu. Donc là, il y a une date. 1952, et ça, quand vous avez ce genre de dos, moi je vous conseille de le prendre si le roman vous intéresse. C'est ce qu'on appelle les reliures Bonnet-Prassinos. Donc c'est l'histoire. L'histoire en fait, c'est que en 1941, il y avait Gaston Gallimard, donc le patron des éditions Gallimard, voulait faire des livres un petit peu plus classe, numérotés, et ce sont des reliures éditeurs. Et en fait, c'était à l'époque... C'est un peu livre club, hein. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas un livre club dans la mesure où c'est que le fonds Gallimard. Il a utilisé le fonds Gallimard. Et l'idée, c'était que des reliures qui s'apparentent à des reliures d'art, qui sont hors budget pour beaucoup de gens, parce que ça vaut super cher, soient abordables par plein de gens. Et donc, en fait, il a fait appel à un relieur, donc c'est Bonnet, et à un peintre artiste, Prassinos. Et les deux se sont associés et ils ont fait ce type de reliure. Donc c'est des reliures, je pense, à la Bradel. C'est-à-dire la Bradel, c'est qu'en fait, une vraie reliure, tous les cahiers sont faits, donc soit c'est des rubans, soit c'est une cordelette, qui en fait va relier tous les cahiers, va traverser ici et va rentrer dans les plats. Et là, on voit bien que... Oh, non, vous ne le voyez pas. Là, si on le voyait là, ici, il y a comme une petite surépaisseur. Et en fait, c'est une sorte de comment ça s'appelle, une sorte de ruban qui colle tous les cahiers et qui vient coller ici. Et donc la reliure, tout le livre est collé sur les plats ici. C'est une vraie reliure. C'est une reliure à la Bradel, c'est-à-dire que c'est une reliure en fait qui peut être défaite. Non, pas l'ancienne, c'est des reliures qui ont été inventées au 19e, je dirais. Toutes les reliures romantiques dont je parlais dans d'autres épisodes, ce sont des reliures à la Bradel. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne traverse pas le plat, ça se colle ici.
Et ça tient. Alors on va le tenir. Alors là, vous avez normalement le justificatif. Là, ça se présente, vous voyez, Gallimard. Hein. Et là, vous avez le justificatif de tirage. Donc là, c'est un exemplaire sur Alpha, 136. Donc je l'ai acheté 2 €. Hein. Et ici, vous avez le justificatif. Donc ça a été tiré à 268 exemplaires. Donc c'est pas beaucoup. Hein. Vous avez 30 exemplaires réimposés dans le format in quarto Tellière, donc sur papier verger La Fuma Navarre. Vous avez 10 hors commerce, 248 exemplaires in octave aux couronnes sur papier velin pur fil La Fuma Navarre, et ensuite là c'est là qu'on arrive, et vous avez 200 destinés aux amis de l'édition originale, numérotés de 1 à 200 et 30 exemplaires d'auteur. Donc là ça fait partie des 200. Ah ouais. Ah non. Attends, c'est une réimpression celui-ci. Une réimpression. Alors commerce de 1 à 999. Ok. Ouais, c'est ça. Donc là c'est la réimpression. Donc copyright, vous avez un 49 ici. Enfin, 900 exemplaires, enfin, c'est pas des masses quand même. C'est pas des masses, non. C'est pas des masses. Et donc voilà, c'est 1989, la réédition. Et la première édition était de 49. Donc édition très sympathique. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Le plus dur, c'est de trouver comme des textes qui vous plaisent, hein, parce que vous avez comme des classiques qui ne font pas envie. Très classique, trop classique. Trop classique. Alors là, vous voyez, à chaque fois, en fait, ce sont des couleurs différentes et une présentation différente. Là, c'est Guillaume Apollinaire, Alcool, donc de 44. Là, c'est dépôt légal 1920. Et là, c'est l'exemplaire donc de 44. C'est pas une réédition de 89. Donc, qui est superbe. Elle est vraiment magnifique celle-là. C'est numéroté ou pas? Oui, c'est le numéro 165, je crois. Là, ceci, c'est Charles Péguy, des morceaux choisis en poésie. Et ça, c'est le genre de livre qui peuvent se trouver mélangés. Bon, c'est un petit texte dessus. Qui peut se retrouver mélangé avec des livres clubs ou des Françoisirs. Il faut vraiment regarder. De toute façon, si vous voyez des choses comme ça avec une petite présentation NRF et puis il y a eu une date ou ce type de plat, regardez, jetez un coup d'œil en fait. Alors après, il n'y a pas que ce format-là, hein, ça existe aussi en gros pavé façon en gros dictionnaire. Quand vous avez des œuvres complètes. Je sais qu'il y a un Jacques Perret qui existe comme ça avec son petit carton. Là c'est 48. Et un autre pour le fun. Donc ça se rapproche. Donc c'est Week-end à Dudcock de Robert Merle. Donc NRF. Et là... Tu en as un aussi? Ouais. Et là vous voyez c'est un pur alpha. Alphama. Donc qui est numéroté aussi. Ah, impeccable. Tiens, la version d'ICO. Ouais, version d'ICO. Vas-y, montre-moi ça. Hop. Ah, ça, c'était ma mère qui était fan de Saint-Exupéry. Voilà, vous avez Syntex. Même chose, vous retrouvez avec la date qui est ici. NRF. Et là. Alors, des fois, il y a eu des rééditions, comme vous avez vu pour le Joseph Conrad. Mais même les rééditions, ça vaut le coup, en fait, de les trouver. 1950. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un justificatif de tirage? Ah, j'en sais rien. Et voilà, il est là. Donc ça a été tiré, bon là ça va, ça a été tiré à 15 000 exemplaires. À 15 000 Oui, ils savaient qu'ils allaient les vendre. Hein. Donc là c'est l'exemplaire 340, donc ce qui est très sympa. Généralement certains bibliophiles aiment bien avoir les petits numéros. Donc vraiment le fun, c'est d'avoir le numéro 1 bien sûr, mais là c'est du snobisme, bien sûr. Alors, ensuite, tu n'es pas. Non, pas du tout. Donc là, c'était dans un bac. C'est toi qui l'as sorti du bac d'ailleurs. J'étais moi sur un bac qui était plus à gauche. Entre nous, il y avait un gars qui était un peu plus revêche, on va dire, et qui faisait même la gueule quand il a vu que je sortais ceci. Il a failli nous arracher la tête. Hein. Ouais, c'était ça. Vu la tête qu'il faisait, c'était... Ouais. Vous imaginez une sorte de Hells Angels, mais qui n'a pas de barbe et puis qui a un air un peu bougon. Et qui est sans Harley. Et qui n'a pas de Harley en fait. Et donc là tu l'as sorti, je ne l'ai pas lâché. Alors les petites gommettes ça veut dire que c'était 6 €. J'ai essayé de négocier, ça a été 6 €.
Et Raymond Redding, donc c'est quand même un dessinateur que j'aime bien. C'est un dessin quand même assez classique. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, dans toutes ces BD, ce sont des sportifs. Alors là, sportif. Alors là, c'est un golfeur. Alors vous avez la série Eric Castel, donc c'est un footballeur. Vous avez l'archer, je crois que c'est un tennisman. Dans la série Jarry, il y a Jarry, lui. C'est tennisman. Il y en a un qui n'est pas fan de basket ou un truc comme ça. À chaque fois, c'est un sportif différent. Parce que en fait, là, c'est collection Jeune Europe. Voilà, Jeune Europe qui est là. Vous avez le dos qui est comme ça. Alors, une petite. Mais ça va, on s'en fout. 6 €, j'étais très content. Bon, on les voit pas souvent. Non, c'est ça. Et c'est classique, mais bon, j'aime bien les BD comme ça, un petit peu classique. Il y a un côté, je sais pas, comme les vieux films. Je le dis souvent, ça fait penser aux vieux films un peu. Voilà. Alors, ensuite, ça a été ceci. Donc, c'était 50 centimes. Donc, bon. Quand j'ai vu ça, ça y est, il s'est trouvé enfin quelque chose de sympa. Ouais. Alors j'ai pas réussi à trouver de date. Des fois vous avez un copyright avec une date. Là vous avez toutes les formules pour les polygones irréguliers et aussi bien sûr. Ça m'a l'air assez ancien quand même. Mais c'est marrant. Hein. Mais impossible de savoir de quelle époque. Non, c'est difficile. Faudra que je farfouille un peu sur les sites. Ouais. Là, on voit, bon, par rapport à l'éclat, c'est pas quelque chose des années 60. Mais après, c'est difficile de savoir. Je l'ai pris parce que de toute façon, y a toujours des petits machins d'Astérix à mettre en boîte. Celle-là, elle est chouette. Celle-là est chouette. Et en plus, c'est bien pratique. Et ça va servir. Parce que des fois, on est obligé de se servir de boîtes qui n'auront aucun rapport avec. Et donc là, ça va me permettre de corriger une chose. Plus la présentation assez sympa. Est-ce que ça tient debout ? Non, ça tient pas debout, ça tient comme ça. Alors l'image, on se posait la question pour savoir, et je pense que tu as raison. Cette partie-là, on en avait parlé quand on avait présenté toutes les premières pages des albums. Pour moi, c'est le fond est tiré de comment s'appelle d'Astérix chez le Chaudron, et ils ont dû faire quelques modifications. Rien que pour ça. Il me semble que c'est Astérix, c'est le Chaudron. Oui. Et je pense qu'il y a eu des modifications, un truc comme ça. J'ai pas regardé l'album. Non plus, j'ai pas vérifié. Donc là, c'est vraiment à voir. Mais en tout cas, la composition est assez sympa. Et moi, c'est sous cette partie-là. Là, je pense qu'elle est. C'est qu'une seule image, c'est qu'une seule origine. Bon, à voir. En tout cas, ça fait une petite boîte sympa. Ouais. Et pour finir, en fait, c'est carrément un lot que j'ai acheté. Alors ça, celui-ci, même chose, hein, c'est toi qui me l'as sorti. En fait, tu l'as raté. J'avais raté, j'avais commencé à regarder. J'ai regardé derrière. Ouais. Parce que j'ai commencé à regarder les brochets, et puis c'était sur un stand où c'était pas donné forcément. Je regardais. Celui-là, il était pas cher. Ouais, c'est ça. Il était pas cher. Ouais, c'est pour ce que c'est. 8 €. Est-ce que vous voyez le prix ? Oui, bon. Ouais. Ils vont faire confiance. J'espère bien. Et donc, c'est la première édition, avec un petit peu piqueté, mais je trouve assez bien. Voilà, bon, ça, on sent que ça. Et bon, ça a connu l'humidité, voilà. les ans, parce que c'est quand même début 60 ou un truc comme ça, ce truc-là. Quand même. Oui. Je crois que j'ai vu la date quelque part. 58. Ouais. Et donc, ça se tient bien quand même. Et un chouette dessin. Je trouve que c'est quand il est sur 3 bandes comme ça, c'est là où il fait les meilleurs dessins. Ouais. Donc c'est du western et j'aime bien les westerns. Donc chouette. Ouais. Et j'ai pris ça aussi. Donc les archives Astérix. Alors je les ai bien sûr, je les ai en édition originale, je les ai en fait en version luxe, mais je n'ai pas pu m'empêcher de les prendre. Et mon frère m'en avait donné une ou deux. Et ces archives de chez Atlas. Oui, c'est ça. Alors l'intérêt. Alors là, bon, le Tour d'Astérix est sorti en version luxe, donc en fait il y a déjà pas mal de suppléments. J'ai pas pensé à regarder, comparer les deux, pour voir si la partie archive venait
des versions luxe. Mais c'est l'intérêt, c'est que déjà c'est toilé. Il y a un petit... Il y a un petit dossier. C'est ça. Qui est pas mal du tout. Et il est assez généreux. Pour du Atlas. C'est assez généreux. Donc en fait, ils vendaient 8 euros aussi les autres, les deux Astérix. Et il m'a fait un prix à 20 euros les 3. Donc j'ai trouvé que ça allait, c'était correct. Puis voilà, impeccable. Ah, César. Hein. Donc. Ah oui, c'est copieux comme. Bah oui, quand même, assez. Ouais. Donc là, après, on a l'histoire avec les nouvelles couleurs. Ah, il y a encore derrière. Oui. À la fin, qu'est-ce qu'on a? On a la suite, les dessous de la création. Et le Tour de Gaulle, c'est une histoire que j'aime bien. Ah ouais, c'est vraiment généreux comme... Oui, tiens, Lupo. Oui, très généreux. Et en plus, il y a une vignette que j'adore dans le Tour de Gaulle. À chaque fois qu'on veut montrer en fait l'utilisation d'une vignette en fait pour faire l'évolution, j'en ai parlé plusieurs fois déjà. Qu'on veut montrer en fait l'évolution dans une propre vignette d'une situation qui donne vraiment du mouvement. On parle d'une vignette d'Hergé avec qui se passe une bataille dans le désert où ils sont attaqués par des Touaregs. Ouais, c'est lui qui se vante. Oui, c'est ça. En fait, vous avez l'équivalent chez Astérix avec la mise en page d'Uderzo où sur la gauche vous avez des Romains, ici c'est la forêt, les Romains qui ont coupé un pieu, ici ils le coupent. Ils l'emmènent. Là, pendant ce temps, il y a les autres qui creusent. Là, il y a un autre pieu qui est élevé. Tac, tac. Ici, ils construisent les renforts et le chemin de ronde. Et là, vous avez la palissade qui est terminée. Donc, en une seule vignette, on voit toute la création de la palissade. Et voilà, l'équivalent, en fait, même un petit peu plus riche que ce qu'avait fait Hergé. Je ne sais plus dans quelle histoire, c'est dans... il a fait dans plusieurs. Il y en a dans 2. Là, c'est quand Adox s'énerve. Oui, c'est le Crabe au Pince d'Or. Ouais, il a fait une comme ça aussi dans Rackham le Rouge, où ils arrivent sur l'île. Il y en a qui s'occupent du bateau. Oui, exact. Et puis Capitaine Haddock qui marche sur la plage. Ok, donc là, l'équivalent fait par Uderzo. Donc la deuxième histoire, c'est Astérix en Corse. Alors là, c'est un petit peu plus intéressant. En plus, vous avez là, vous les voyez, les signatures qui sont en relief. Ouais. Là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas eu d'édition pour l'instant. J'espère qu'il y aura d'édition luxe. Donc en fait, tous les suppléments qui sont dedans, les voilà. Reste inédit, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est aussi riche que pour les autres albums. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Et en fait, bizarrement, on les voit pas tant que ça. On voit souvent Astérix et Cléopâtre parce que je pense que c'était le premier. Oui, voilà, c'est l'album d'appel. Donc en fait, qui devait être pas très cher, un classique méthode Atlas. Et ceux-là. Voilà, donc on a l'histoire qui est là. Est-ce qu'il y a quelque chose à la fin? En plus, elle est très sympa cette histoire en Corse. Ouais. Et voilà, vous en avez à la fin. C'est marrant parce que ça vient chez les Bretons, ça. C'est sur la caricature. Donc, ouais, c'est sur la caricature. Il était quand même fort en caricature, Uderzo. Donc, et il s'auto-caricature, évidemment. Voilà, ça c'est un chef d'orchestre. Hein. C'est le chef d'orchestre qui a fait la musique pour leur premier film d'animation. Voilà. Donc c'est vraiment riche. Et c'est chouette. Voilà, donc les présentations sont terminées. Il ne reste plus qu'à les lire à présent. Et là, comme c'est toilé, là je pense qu'il va falloir que je les couvre justement assez rapidement.
Ouais, parce que ça reste fragile. Oui, ça reste fragile et ça supporte pas les tâches et l'eau, l'humidité. Donc si j'espère que ce qu'on vous a présenté vous a plu. Et puis on a été assez bref, c'est bien. On progresse. Bah, c'était beaucoup de stands. Oui, beaucoup de stands pour une qualité un peu moyenne. Ça vaut pas vraiment le cœur de la grande ville. Ouais. Voilà, donc on va vous souhaiter une bonne semaine. On va pleurer. Totalement. Ouais. Bon, allez. On va vous souhaiter une bonne semaine et puis si normalement devrait peut-être y avoir quelque chose la semaine prochaine, on trouvera. Ouais. Là, ça va se calmer un petit peu. Non, on va trouver. J'ai envie de dire, c'est presque une trêve hivernale. Quoi. Ouais, presque. Comme les sportifs, toi, il y a une trêve hivernale. Presque. Allez. Toujours presque. Allez. Ciao. Ouais, ciao.